bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver. C'est l'heure de votre rendez-vous du débat économique de la semaine. Merci de nous suivre sur votre chaîne toujours et aussi sur les réseaux sociaux Facebook et LinkedIn. Cette semaine, l'actu éco a été entre autres marquée par cette caravane d'entreprises algériennes qui exportent ou qui souhaitent exporter, qui ont fait le déplacement et sont allées exposer à la Foire nationale de Nouakchott. L'occasion pour nous ce soir de vous parler de l'export, mais sous un certain angle. L'export et ses contraintes à caractère financier et parler aussi des solutions bien sûr. Alors les délais de paiement, les délais de rapatriement des devises, les pertes de change, peu de choix sur les lignes de crédit à l'export, opacité du marché étranger pour beaucoup d'exportateurs. Voilà en gros ce que subit l'opérateur exportateur algérien. On va poser la question suivante. Que font les banques et les institutions financières aussi pour répondre à ces problématiques qui se posent et qui pèsent aussi sur l'exportateur, et aussi que font-elles pour motiver ceux qui ne sont pas encore lancés, puisque l'État souhaite que l'Algérie exporte du haut hydrocarbure. La banque peut-elle devenir l'allié de l'exportateur? Nos invités sont là pour répondre à nos questions et réagir aussi autour de ce sujet. Bonsoir madame, bonsoir messieurs et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. J'ai le plaisir d'avoir ce soir avec nous madame Emina Bensmaïn. Vous êtes la directrice des relations internationales à la Badr, qui est la Banque algérienne de développement rural, la banque à capitaux publics. Monsieur Kamel Azouaou, bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de Amimer Énergie. Monsieur Youssef Marlaoui, bonsoir. Vous êtes le représentant de Natixis Bank, qui est la filiale du groupe BPCE, fusion entre la Caisse d'épargne et la Banque populaire. Merci d'être avec nous. Et monsieur Djeli Tariqat, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président directeur général de la CAGEX, la Caisse d'assurance et de garantie des exportations. Merci d'être avec nous. Avant de rentrer dans le débat qui donc concerne le concours des banques, l'efficience des banques, l'innovation des banques au service des exportateurs, je vous propose de faire un tour ou un saut dans l'actualité, puisque hier soir s'est ouvert la foire de la production algérienne à Nouakchott et la foire des exportateurs, bien entendu. Ils sont allés en force et une délégation également ministérielle est allée en force, puisque des conventions aussi ont été signées. Ceci vient en même temps qu'un événement important aussi qui concerne l'exportation, à savoir celui de l'ouverture du passage frontalier Moustapha Ben Boulaïd à Tindouf. Je vous propose de voir ce qui se passe à Nouakchott en ce moment et on revient tout de suite après pour le débat. Plus de 350 participants représentant plus de 170 sociétés algériennes prennent part à la foire des produits algériens à Nouakchott. Les entreprises algériennes présentes ici ont élaboré des études concernant le marché mauritanien afin de déterminer les types de marchandises prisées par les opérateurs et consommateurs du pays. Pour le ministre du Commerce, c'est là une nouvelle dynamique qui s'installe. العمل اللي نقوم به الآن بين الجزائر وموريتانيا يدخل في إطار التوجهات فخامة رئيس الجمهورية للتوجه الاقتصادي الإفريقي. هذا هو المهم لنا الآن. رانا مع إخواننا الموريتانيين ننطلق إن شاء الله في إفريقيا الغربية إن شاء الله، ويكون في التعاون إن شاء الله في كل الآليات تكون موجودة et toutes les conditions réunies pour aller vers donc l'intégration avec l'Afrique de l'Ouest. 9 accords de coopération ont été signés mardi à Nouakchott en marge de la deuxième session du Conseil d'affaires algéro-mauritanien et devront marquer un saut qualitatif à la coopération et au partenariat économique entre les deux pays. الإرادة نتاع الدولة الجزائرية قوية بالنسبة بعد فتح المعرض، يعني ستين جرون سينيال بالنسبة لنا، ولهذا يشجعنا باش نستمروا في الاستثمار تاعنا في السوق الموريتانية. الهدف تاعنا هو إيجاد أسواق خارجية. اليوم الشركة الجزائرية كي تلحق un certain moment, il faut qu'elle se développe vers l'international. Sinon, elle ne peut pas rester comme ça petite. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises عندهم une taille critique وين لازم elle doit s'exporter. Cette opération se continuera jusqu'à la fin de l'année en direction des marchés du Qatar, du Gabon et de la grande foire commerciale panafricaine. Ces manifestations seront clôturées à la fin de l'année par l'exposition de la production nationale à Alger. Alors, première question, quelle est l'impression des opérateurs, enfin de l'opérateur exportateur que nous avons autour du plateau, puisque nous avons avec nous le directeur général de Amimer Énergie. Vous exposez ou vous êtes présent ou représenté au sein de cette foire de la production nationale qui souhaite exporter dans la région africaine ou subsaharienne. Quelle est votre impression sur l'organisation de cette foire, sachant que ce n'est pas la première? Merci madame. Avant tout, je tiens à vous remercier de l'invitation et de
cet espace que vous nous ouvrez à chaque fois pour essayer de nous exprimer donc, les contraintes que nous vivons à l'export en tant qu'opérateur économique. Donc effectivement, sur la foire de Nouakchott, nous avons une équipe qui est présente sur place, bien évidemment. Nous avons participé même l'année passée, donc il y a eu des événements pareils, donc des foires qui ont été organisées sur la région de l'Afrique et l'Afrique subsaharienne. Donc on a toujours répondu présent à ce type d'initiative. Aujourd'hui, j'ai une équipe de commerciaux qui expose et de techniques qui expose nos produits sur ce salon, comme ça a été le cas il y a quelques années de ça. Donc ce genre d'initiatives sont bien évidemment louables, sont vraiment très intéressantes et il faut, à mon avis et à mon sens, les maintenir. Et ça pourrait apporter, je dirais, de l'amorçage dans les relations commerciales entre des partenaires algériens et des partenaires étrangers. Sauf que, comme je viens de le dire, ça serait que de l'amorçage. Parce qu'il faudrait qu'il y ait d'autres opérations qui puissent suivre après l'amorçage ou la mise de contact initial pour qu'on puisse aller d'emblée dans des opérations d'export. À mon avis, à mon humble avis sur ce genre d'opération, nous, on aurait souhaité qu'il y ait des organisations thématiques déjà. Ça veut dire que, par exemple, on s'intéresse à l'énergie, donc on organise un salon propre à l'énergie. Rappelez simplement aux téléspectateurs quel est le corps d'activité de Hamimeur Énergie. Excusez-moi, je ne l'ai pas fait. Pour ceux qui ne connaissent pas Hamimeur Énergie, nous sommes une société qui existe depuis 30 années maintenant. Nous sommes une société privée algérienne qui œuvrant dans le secteur des solutions de production d'énergie, de tout type d'énergie primaire. Donc on est sur les énergies fossiles comme le diesel, mais aussi on est sur les énergies renouvelables qui sont en train de se développer récemment. Nous avons deux types d'activités, deux axes, et ça tombe bien parce que ça nous permettra même de parler des financements des deux axes puisqu'ils sont différents. Donc nous avons un axe d'industrie, on appelle ça industrie, la fabrication des groupes électrogènes, motopompes, motosoudeuses, motocompresseurs, en fait, tout ce qui est lié aux petites machines autonomes de production d'énergie. Et aussi, nous sommes sur l'axe un peu plus important, c'est l'axe des centrales électriques. Là, c'est des solutions de production d'électricité, mais qui sont de plus grande envergure. Une centrale électrique peut aller de quelques mégawatts à une centaine de mégawatts. Voilà et qui demande aussi beaucoup plus, des formules de financement plus complexes aussi, lorsqu'il s'agit d'exporter votre produit, hein, parce qu'on parle d'exportation de produits et non pas de services. Juste une question pour dire, vous avez dit que une thématisation de la foire aurait été plus pertinente? Enfin, pertinente, non. Je veux dire, j'apporte un peu mon avis là-dessus. La foire est toujours intéressante comme elle est organisée, mais on pourrait organiser d'autres qui concentreraient, qui focuseraient sur la thématique. Donc, quand vous faites des foires comme ça, vous avez certainement des échanges, vous avez certainement des réactions, des retours, vous faites une évaluation, et puis après, vous déciderez, à mon sens, de ce que nous pouvions privilégier. Parce qu'il faut un peu plus de temps, il faut un peu plus de traitement, il faut un peu plus de relationnel pour arriver à traiter dans le détail ce genre de transactions. Donc je dis bien, c'est important, c'est nécessaire, c'est forcément nécessaire, mais il faudrait d'autres types d'approches aussi. Quel est je m'adresse aux banques et institutions financières, vous avez sûrement un portefeuille client d'exportateurs. Est-ce que ces exportateurs sont de la même manière que ceux qu'on a pu voir, orientés vers la promotion ou l'autopromotion à l'étranger, donc participer à des foires, ou bien ont-ils des modes opératoires différents? Simplement pour entrer dans le sujet qui nous concerne. Allez-y, Youssef Marlaoui. Très bien. Alors, merci pour l'invitation. Alors, dans le documentaire que vous avez montré, nous avons reconnu quelques clients à nous. Donc, il y a un commentaire qui était intéressant, c'est effectivement on arrive à une certaine saturation pour certains, vu la taille, le développement que ces entreprises algériennes ont eu depuis le début de l'entreprise privée. Alors nous, notre expérience, c'est que nous avons, en nous installant en Algérie en 1999, première banque française ici, financé quelques entreprises qui démarraient, algériennes. On a eu un focus sur la PME algérienne. En suivant ces gens-là, depuis 1999, on se rend compte aujourd'hui qu'ils ont une taille et des capacités de production qui parfois dépassent le besoin national. Donc ils cherchent à aller à l'export. Sauf qu'ils nous posent beaucoup de questions, c'est comment y aller. Donc je pense que nous avons aidé ces dernières années les gens à grandir, à avoir une taille critique. Mais aujourd'hui, nous devons les accompagner à l'international. C'est un peu le commentaire que faisait un des hommes d'affaires qui était à Nouakchott. L'export, c'est une grande question.
Je pense que les banques doivent vraiment maintenant se mettre au travail parce elles ont beaucoup développé les solutions de financement à l'import. Il faut le dire, hein, c'est quand même le dada des banques pendant longtemps. Mais aujourd'hui, on sent qu'il y a une décision donc, claire des autorités pour aller à l'export. Nos clients aujourd'hui nous poussent à aller à l'export. Donc peut-être on va en parler graduellement, mais il y a beaucoup de solutions, il y a beaucoup de produits, mais il va falloir s'organiser, pas que nous, banques, opérateurs et régulateurs. C'est-à-dire que l'enjeu aujourd'hui, évidemment, ne se pose pas par rapport aux grandes entreprises, telles que vous dites, celles qu'on a vues interviewées à Nouakchott, mais plutôt aux PME, donc les entreprises à taille moyenne, qui, elles, sont... le challenge, il se trouve à ce niveau-là, en tout cas pour vous, à Badr. En fait, oui, pour nous, en fait, la clientèle Badr est bien spécifique puisque nous avons dans notre portefeuille majoritairement des clients qui œuvrent dans l'agriculture, l'agroalimentaire. Donc la majorité des exportations de notre clientèle est basée en fait sur ces produits-là, plus précisément la date. Donc c'est vrai que nous accompagnons ces clients à travers des financements. Donc on met à la disposition de cette clientèle, de ce segment de clientèle des produits tels que Rfik, Tahadi, qui les aident en fait déjà pour leurs difficultés financières. Et après, il y a un accompagnement en amont pour les accompagner à mieux connaître les marchés, à mieux en fait à mieux connaître aussi la réglementation en vigueur, parce que souvent les clients s'aventurent dans des marchés inconnus, procèdent en fait à des opérations ou à des modes de règlement sans pour autant demander conseil à la banque et se retrouvent face à des difficultés, en fait, que ça soit avec disons le régulateur national qui est la Banque d'Algérie ou face à des partenaires malveillants qui refusent de... Pourtant, la réglementation, elle est très on va dire très cadré, hein. On va le voir tout à l'heure, les mesures, pas de protection, mais disons d'encadrement du projet d'accompagnement d'un exportateur. Et elle va à un point de détail qui normalement assure en tout cas à la banque de ne pas... Vous le dites bien, normalement, mais souvent il y a en fait beaucoup d'exportateurs qui s'aventurent ou qui, par méconnaissance, ignorent parfois certains... Vous parlez de vos clients? Nous parlons bien sûr, je parle de nos clients. Nous avons en fait eu à avoir certains cas ou à intervenir en fait en fin d'opération, mais malheureusement on aimerait plus intervenir au début pour mieux conseiller nos clients en matière d'exportation. Le problème que vient de décrire Amina Bensmaïl, il se situe au niveau de l'opérateur lui-même, ou bien est-ce que c'est un problème de vision du produit de l'export Jay Tariqat? Tout d'abord, merci pour l'invitation. Ensuite, pour la question des exportateurs, en réalité, du point de vue de la CAGEX, ne connaissent pas assez les règles du commerce international, peut-être mieux à l'importation, mais presque rien à l'exportation. Donc c'est vrai que la CAGEX est bien placée pour en parler parce qu'elle assure beaucoup d'exportateurs, elle protège ces exportateurs parce que dans la plupart des cas, la CAGEX a pu prévenir les risques de non-rapatriement, les risques d'impayés. Malheureusement, ceux qui n'ont pas rejoint la CAGEX pour les conseils et la protection nécessaires se sont trouvés en face des situations parfois inextricables, des situations qui pratiquement n'ont pas de solution, une issue honorable ni heureuse pour ces exportateurs. Est-ce que vous avez une idée sur le nombre sur la prévalence des opérateurs qui échouent en bout de course à pouvoir rapatrier, donc qui se retrouvent en difficulté par rapport à leur De moins en moins. Oui. De moins en moins, parce que c'est un peu Parce qu'ils exportent moins, peut-être aussi, non? Non, c'est que le recours à la CAGEX est beaucoup plus poussé maintenant que par le passé, d'autant que la réglementation d'échange a changé depuis 2016, fin 2016. Madame est bien placée pour en parler, puisqu'elle est en face de la Banque d'Algérie pour ce type d'opération.
il y a eu la réglementation qui a changé, vous parlez des 365 jours au lieu des 180 jours. 360 jours. Non, 360 jours. Au lieu de 180. Pardon. C'est ça. 5 jours de mois. Il y a ça, 180 et plus. C'est important les 5 jours, parce Oui, que en 5 jours on peut se retrouver vous savez, en tôle. une journée de retard dans le rapatriement en fait peut coûter à l'opérateur en fait la perte de l'octroi de sa devise. La transférabilité en devise. Tout à fait. Oui, tout à fait. C'est ça. Mais ce qui est important de souligner, c'est qu'un règlement un peu du genre pédagogique, qui forme un peu les exportateurs à ce genre de... Puisqu'il dit, si vous voulez exporter, prévoir un mode de paiement de 180 jours et plus, il faut d'abord faire un contrat qui n'est pas forcément écrit, mais avec une facture en bonne et due forme, etc. Mais il faut également avoir une protection d'assurance, celle de la CAGEX en l'occurrence. C'est bien, maintenant la tension a un peu baissé, mais il faut être vigilant à l'avenir. Et ceci demande beaucoup plus de coopération entre la CAGEX et les banques, quelles qu'elles soient. Justement, bien que la durée de rapatriement des devises pour les exportateurs a été revue à la longue, il y a eu quand même une banque de dépôt, une banque commerciale privée, qui a proposé un produit de manière à pouvoir, on ne va pas rentrer dans les détails puisqu'ils ne sont pas présents ici ce soir, mais de manière à proposer un escompte, donc une façon de pouvoir prolonger la période. Donc il y a un produit en particulier dans ce sens, mais ce qui est certain aussi, c'est qu'il y a également un contrat ou une convention cadre qui a été signée entre la CAGEX et Natixis, qui va dans ce sens-là, celui d'optimiser les opérations, la réussite des opérations à l'export. Vous avez donc signé une convention cadre portant sur la sécurisation des exportations. En quelques mots, de quoi s'agit-il pour informer le public? Alors, très bien. Ce que je souhaiterais préciser, c'est qu'en fait, cette convention avec la CAGEX rentre dans le cadre de la stratégie que la banque a en Algérie. Nous avons 2 points d'attention particuliers. Le premier, c'est le financement de ce que nous appelons l'import-substitution. Donc, dès que nous voyons qu'un projet d'investissement permet de substituer une production locale à de l'importation, nous avons une attention particulière à ce genre de projet. Et le deuxième axe qui est important, c'est le financement de l'exportation. Alors, c'est assez vague quand on dit financement d'exportation, parce que quand on parle financement d'exportation, il y a le financement avant l'envoi de la marchandise, ce qu'on appelle le pre-shipment, et le post-shipment, c'est après que la marchandise soit envoyée. Mais nous avons une orientation claire vers l'exportation. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on se structure, nous, Natixis Algérie, pour orienter tous nos clients. Nous avons une base de clientèle qui est loyale, certains sont avec nous depuis 1999, et on a commencé à remarquer que nous avons de plus en plus de questions sur l'export. La première chose avant d'aller à l'export, c'est nous-mêmes de nous doter de moyens, d'expertise. La CAGEX va nous accompagner dans ces opérations-là, puisqu'il y a certains risques que les banques commerciales peuvent prendre, qu'elles comprennent, d'autres risques qu'elles comprennent ou qu'elles peuvent moins bien gérer, comme le risque politique. Nous ne sommes pas outillés pour gérer un risque politique. Donc c'est là où la CAGEX, par exemple, peut nous aider. Donc l'exportation, c'est un axe important, et nous le montrons à nos clients, même au niveau de notre tarification, par exemple. Parce que la tarification que vous avez sur les opérations export chez nous est très agressive, et donc c'est un signal clair sur le fait que, voilà, si vous avez une opération à l'export, nous sommes là pour vous aider, même dans le coût de l'opération, le coût financier de l'opération. Nous sommes prêts à faire des concessions. Donc on retient que la convention cadre établie avec la CAGEX vise à vous protéger ou protéger vos clients à dynamiser les flux export de nos clients. Voilà. Et pour la CAGEX? Oui, c'est très important. Les assureurs crédits comme la CAGEX et les banques ont tout le temps eu un rôle complémentaire. Pour un peu rappeler les formes de financement à l'export, c'est que ça peut commencer déjà à la prospection, les foires, les études, etc. Les banques peuvent financer déjà quand on se lance dans l'exportation. Ensuite, la banque peut financer, par exemple, tout ce qui est installation, un bureau de liaison, etc. La banque peut financer, comme le fait aujourd'hui la BADR, ce qu'on appelle le préfinancement, c'est-à-dire avant expédition. Par exemple, la BADR est bien placée, leur FIG, pour les dattiers, les agriculteurs, les exportateurs de produits agricoles. Ils bénéficient d'un financement, d'ailleurs, avec un délai de paiement qui est très raisonnable. 18 mois, je crois, ça peut aller jusqu'à 24 mois, c'est bien. Il y a aussi la forme de financement
post-acheminement, c'est après l'exportation. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, lorsque la réglementation de change autorise l'exportateur à accorder des délais de paiement 180 jours et plus, 360 et même plus, ça veut dire que l'exportateur est en besoin de financement. Il a besoin d'avoir cet argent. Et à ce niveau, les banques font ce qu'on appelle des opérations de refinancement. C'est-à-dire, elles vont, sous forme d'escompte de facture ou de traite ou je ne sais quoi, donner de l'argent. Il y a aussi une autre forme de refinancement, ce qu'on appelle la facturage ou le factoring, qui n'existe pas malheureusement chez nous. Il est légiféré, mais qui n'existe pas. Ça, ce sont beaucoup de formes de financement qui existent dans les pays qui sont à vocation exportatrice. Ce sont aussi des outils qui existent à la disposition des exportateurs. Des banques et des exportateurs. Qui ne sont pas systématiquement proposés. Je voudrais écouter Kamel Azwa ou Dalmi Energy. Juste une idée qui est très importante. C'est que dans toutes ces étapes, l'assureur crédit, comme la CAGEX, les accompagne les banques. Oui. Chaque fois que la banque est sur le point d'accorder un financement quelconque, elle pose la question à l'assureur ou elle oriente le client vers la compagnie d'assurance qui lui donne d'abord la couverture, après les enquêtes, etc. Et qui met à l'aise. Et ça donne une certaine fluidité, une certaine intensité à ces opérations qui, in fine, provoquent une recrudescence des exportations, donc un développement réel. Oui, c'est entendu. Le point de vue de l'entreprise, est-ce que la banque arrive à répondre de manière pointue aux besoins de l'opérateur exportateur en termes de financement, d'accompagnement? Et j'entends plus précisément, lorsqu'il s'agit d'exporter en Afrique, c'est votre cas. Très bien. J'étais ravi d'entendre un peu la panoplie des produits bancaires qui existent pour les exportateurs algériens, des produits que nous connaissons, hein, vu que nous avons des relations bancaires, je pense même des relations assez étroites avec certains de nos banquiers, donc, qui nous apportent, qui nous informent sur cette panoplie de produits qui existent et que malheureusement nous ne pouvons pas utiliser. Je vais vous expliquer, je vais pas être négatif, mais je vais vraiment expliquer les choses sur le terrain. Donc, parce que sur le terrain, les choses ne se passent pas comme ça. Quand on a un contrat qui est signé, que vous avez ouvert une lettre de crédit, effectivement, pas mal de ces outils de financement peuvent fonctionner. Le souci est le suivant. Aujourd'hui, quand on fait une analyse des pays que nous ciblons pour l'export, c'est quasiment les pays de l'Afrique et de l'Afrique subsaharienne. On est tous d'accord. Les pays les plus riches en Afrique qui ont des capacités de financement et donc d'ouverture de l'aide de crédit, de paiement d'avance, de paiement cash, les 10 pays qui englobent à eux seuls 1000 milliards de dollars de PIB ne sont pas dans les pays que nous ciblons. Très bien. Nous ciblons les pays de l'Afrique subsaharienne qui ont des taux de croissance mais qui font face à des difficultés de financement. Ce qui veut dire que ces pays, même si vous engagez une transaction commerciale et que vous allez aboutir dans votre transaction commerciale, vous allez signer des contrats, vous allez vous retrouver à une situation où eux, pour répondre à vos contraintes réglementaires, parce que pour répondre par exemple à la contrainte de rapatriement, mon client qui est au Mali, je cite le Mali comme un exemple, mais j'ai d'autres clients dans d'autres régions de l'Afrique, pour sécuriser l'opération, je l'oblige à m'ouvrir une lettre de crédit. Ce client n'arrivera pas à l'ouvrir parce que leurs capacités de financement ne sont pas présentes, ne sont pas là. Donc à partir du moment où il ne pourra pas l'ouvrir, vous ne pouvez pas en Algérie l'escompter. Vous ne pouvez pas demander un prix, un financement, une avance de financement, quoi. Quand on dit un pre-shipment financing ou d'autres types de financement, donc des avances après facturation, etc. Donc vous avez ce blocage qui est fondamental. Maintenant aussi, à mon sens, il faut nuancer deux types d'opérations. Vous avez parlé de la réglementation qui a changé sur les délais de rapatriement, ce qui est très confortable et très louable. Et vraiment, c'est encourageant qu'on aboutisse à ce genre de résultats, hein, parce que je pense qu'il y a eu échange, il y a eu partage qui a fait qu'on arrive à ça. Sauf que ça ne résout qu'une partie du problème. Pourquoi? Parce que vous avez deux types de biens à financer quand vous allez sur l'export. Vous avez des biens de consommation
je dirais, directs, quasiment directs, et vous avez des biens de consommation durables. Quelqu'un qui vous achète un téléviseur, quelqu'un qui vous achète un téléphone, etc. Oui, vous pouvez il donc peut pas être mis sur exiger le même piédestal que celui un projet d'une centrale de dessalement d'eau de mer ou un projet de centrale hydroélectrique ou une centrale photovoltaïque qui nécessite des délais de réalisation déjà importants, des délais de commissioning pour arriver à avoir le produit entre ses mains pour l'utiliser. Et puis après, si vous avez un projet, vous avez un délai pour que vous puissiez rentrer dans vos premiers frais sur le projet et commencer à rentabiliser. Donc sur ce genre de projet, les partenaires nécessitent un recours à des financements plus lents. Oui. D'ailleurs, si vous voyez la réglementation, la nouvelle réglementation qui a été édictée et donc changée récemment, que nous venons même de vous exposer, nous sommes contents que ce soit là, ils font valoir un texte d'application pour tout ce qui est bien durable, qui n'est pas encore là, et on espère qu'il va être là dans les meilleurs délais. Ce que vous voulez dire, c'est que les banques ne sont pas en mesure d'apporter un accompagnement pour ce qui est des projets qui sont à moyen terme, tels que les vôtres. Est-ce que c'est bien cela? Ils peuvent toujours accompagner l'opérateur algérien, mais sur son territoire. C'est-à-dire qu'une fois que moi j'ai eu un objet de financement, donc un objet de financement peut être une lettre de crédit. Les banquiers qui sont spécialistes, plus spécialistes que moi peuvent le dire. Donc cet objet de financement congelé, qui est quelque chose de sécurisé, ils peuvent m'avancer de l'argent là-dessus et moi je peux aller faire mes intrants, racheter mes intrants pour commencer à produire. Mais tant que cet objet de financement n'est pas encore là, n'est pas encore concrétisé, tous les produits qu'on propose aujourd'hui sur le marché algérien sont un peu compliqués, surtout quand il s'agit d'opérations, de réalisation à plus ou moins long terme. Et du marché aussi qui est ciblé, un marché particulier, vous le disiez, un marché fragile, sur le plan des capacités de financement. D'ailleurs, sur le domaine énergétique, il a été question que les États de certains pays qui étaient ciblés pour l'exportation de centrales électriques allaient s'impliquer. Je rappelle également que Jazair Export, c'était il y a 2 ans environ, il a été annoncé tambour battant, le financement des exportations vers l'Afrique par la BADEA. A été annoncé. Est-ce que vous savez où ça en est? Est-ce que ça a été concrétisé? La Banque africaine de développement devait financer un certain nombre de projets d'exportation et d'investissement en Afrique. Non, à ma connaissance, ça n'a pas abouti pour la simple raison qu'il y a une différence entre la législation dans laquelle évolue la BADEA et la législation algérienne. Oui. Donc, plutôt, le banquier peut nous apporter une meilleure réponse. Parce que le fait, pour une société algérienne, par exemple, Amer Énergie, au lieu de s'adresser à une banque algérienne, va s'adresser à une banque internationale, une banque régionale. Donc là, à ma connaissance, d'après les informations dont nous disposons, c'est que ça ne cadre pas avec la réglementation algérienne. La Banque africaine de développement, je ne sais pas ce qu'on parle de la même, parce que la BADEA, je pense... La BADEA de développement, c'est des exportations. Je pense que c'est des États de l'Afrique, enfin, je ne pense pas que c'est la BAD, mais... Pour moi, on sait très bien que la BAD a, dans son scope et dans son intérêt particulier, de financer 2 axes en Afrique, c'est l'axe agriculture ou nourriture et l'axe énergie. Ça, on le sait très bien. Et dans pas mal de pays, il y a des enveloppes qui ont été accordées à quelques banques locales pour intervenir dans le financement de ces opérations. Mais les enveloppes sont petites. Quand on prend une centrale électrique la plus petite, pour répondre à un besoin, des déficits énergétiques dans des pays comme le Mali, comme le Niger, comme le Tchad, qui ont un besoin accru en énergie. Vous savez, c'est des besoins énormes. Oui. Nous, le contrat qu'on avait signé, c'était 40 mégawatts, mais il y en a d'autres. Je veux dire, on parle de coûts de millions de dollars et ces enveloppes sont minimes par rapport à l'intensité capitalistique du projet. Donc, il faut chercher d'autres types de financement. C'est-à-dire, pour résumer, pour que je sois clair, je ne dis pas que les banques locales n'arriveraient pas à financer des exploitateurs algériens. Pas du tout ça. Il y a une panoplie de produits qui sont même assez intéressants. On va dire que c'est plus compliqué quand c'est des gros projets et quand c'est à l'international, c'est-à-dire notamment en Afrique. Est-ce que ma question est très simple, Amina Bismail. Est-ce qu'il est plus difficile pour les banques algériennes de financer des projets lorsqu'ils sont des projets à l'export, lorsqu'ils se trouvent en Afrique, notamment dans les régions subsahariennes, notamment lorsque les pays hôtes rencontrent la crise et aussi peuvent être en difficulté de paiement?
En fait, c'est vrai qu'avant de financer un client, on est très regardant en fait au marché vers lequel le client se dirige. C'est vrai qu'il arrive qu'on soit un peu réticent par rapport au... Donc il y a toute une étude qui est faite par rapport au risque pays. Mais j'allais dire, pour ce qui concerne par exemple la clientèle de la BAD, qui est plus en fait spécialisée dans l'agriculture, l'agroalimentaire, nous ne pouvons pas en fait empêcher le client d'aller vers un marché. Nous l'accompagnons effectivement, mais on ne peut pas. En fait, on essaye de, comme l'a dit M. Amimer, de lui proposer les meilleurs moyens d'assurer en fait son opération, tel que le paiement par l'aide de crédit documentaire. Donc, je crois que le fait qu'il n'y ait pas assez d'opérations n'encourage pas les banques à développer. Il y a en fait en matière de financement des produits à l'international tels que le crédit acheteur, le crédit fournisseur, qui ne sont malheureusement pas encore développés au niveau... Et pour quelle raison ? Pour quelle raison ? Parce qu'il n'y avait pas assez d'opérations ou il n'y avait pas assez d'engouement pour forcer les banques à développer ce genre de produits. Mais ce genre d'événements tels que la caravane de Nouakchott, il y aura sûrement, on espère d'ailleurs, d'autres événements, pousseront les banques à s'adapter en fait à ces nouveaux besoins. Oui. Parce que oui. Je vais essayer de poser la question peut-être différemment, mais voilà. Est-ce que vous pensez qu'une banque peut accompagner de manière efficiente ses clients tout en restant dans le territoire national ? Oui, alors tout dépend de la banque, puisque vous avez des banques qui sont plutôt locales, et puis des banques internationales comme la nôtre. Donc je dirais oui, nous avons la capacité, mais en respectant un schéma qui est un peu classique, hein, c'est-à-dire que lorsqu'on a... Kamel parlait de grands projets dans le secteur de l'énergie. Là, on parle quand même de centaines de millions de dollars. Ce sont des projets qui ont parfois des besoins de financement sur plus de 10 ans. Là, clairement, ce n'est pas peut-être la banque algérienne qui va intervenir, puisque déjà nous ne sommes pas à même de financer à l'international. Mais par contre, notre groupe peut intervenir. Il y a des équipes spécialisées en project finance qui peuvent intervenir sur ces financements de projets spécifiques. Pourquoi une banque nationale ne pourrait pas le faire ? De par la réglementation actuelle, actuellement, nous sommes tenus de financer en dinars algériens les besoins le capex des clients. Après, ça peut être une réflexion à avoir. Hein. Là, déjà, nos groupes interviennent. Hein. Nous avons des synergies entre nous. Lorsque nous avons des opérations importantes de nos clients algériens à l'international, nous ne restons pas... en silo à Natixis Algérie. Donc vous faites intervenir les filières qui se trouvent, votre réseau, on va dire ? Voilà, on fait intervenir les métiers du groupe. Donc c'est là où nous avons des discussions régulières. Et en disant, voilà, il y a un sujet sur tel secteur, voilà notre expertise, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et est-ce qu'on peut accompagner le client à l'international ? Nous, en tant que Natixis Algérie, on peut compléter ce financement international, en fait, de l'acheteur, comme disait M. Tarikat, là, notre groupe financerait l'acheteur du produit algérien, et nous, on interviendrait en local pour compléter ce financement par exemple, des solutions de sécurisation. Parce que lorsque vous avez une lettre de crédit, hein, comme disait Kamel, une lettre de crédit export qui sécurise la société algérienne qui vend son produit international, parfois, le client demande à sécuriser cette lettre de crédit, en disant « je veux que vous me la confirmiez en local ». Donc c'est là où nous intervenons, Natixis Algérie, en disant très bien, donc vous nous demandez de vous couvrir une lettre de crédit de telle banque dans tel pays pour telle durée. Nous étudions ce risque-là et là, on est doté de lignes sur les banques internationales, sur les banques étrangères. Juste une question de parenthèse. Est-ce que la BEA a créé ou a ouvert son antenne à l'international tel qu'il a été annoncé ? Pas encore, hein, toujours pas. Parce que l'annonce a été faite il y a quand même un bon moment. Tout à fait. Oui, mais c'est peut-être les procédures en la matière prennent du temps. Oui. Mais ce que je voulais... C'est quand même quelque chose qui est très attendu. Oui ou non ? Ou bien est-ce que c'est la solution ? Est-ce que c'est la baguette magique ? Oui, c'est l'une des solutions. Là, il n'y a pas de doute là-dessus. Tout le monde encourage. On va écouter Kamel Azouak, juste deux mots et revenir à... Je vais essayer, encore une fois, on partage des réflexions. Hein. Il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de doctrine, on partage des réflexions. Et personnellement, j'ai essayé d'étudier la stratégie d'autres pays sur ce marché africain. On cible, j'ai pris un exemple très simple, je ne nommerai pas, mais on cible quasiment le même portefeuille de clients. Quand vous voyez ce portefeuille de clients, ces clients qui sont dans cette région
n'ont pas une capacité financière. Mais ils ont un besoin de nos produits qui est possible. Ils ont un besoin, ils ont une demande qui est intéressante, qui est là. Quand vous dites qu'ils n'ont pas de capacité, c'est pour certains types de produits. Hein. Je vous dis, les biens à la consommation, oui, mais après, même les biens à la consommation, il faut arriver à faire du turnover, il faut arriver à faire du chiffre. Oui, pour faire du volume, il faut faire plusieurs opérations. Oui. Vous ouvrez une LC, vous la fermez, vous rouvrez une autre, etc. Okay. Enfin, ce que j'ai dit, je ne suis pas non plus en train de dévaloriser ces pays, ce n'est pas le cas. Je dis que par rapport à certains projets structurants, c'est la question de la poule et l'œuf. Maintenant, il faut investir pour que vous puissiez générer du flux, qui puisse générer des flux financiers et qui puisse ramener d'autres lettres de crédit. Bon. Oui. Il y a des pays qui ont compris cette problématique, qui ont investi. Donc, leurs investissements étrangers dans des pays, les pays que nous ciblons même, c'est à hauteur de 4 milliards. 4 milliards, c'est beaucoup d'argent. Hein, c'est le programme chinois en Éthiopie. Et si vous voyez le programme chinois en Éthiopie, ou l'Indien en Éthiopie, vous voyez la même chose. Ils viennent, ils ramènent leurs produits, mais ils ramènent aussi leur financement. Parce que quand on comprend que je peux ramener le produit, il y a une capacité de vendre mon produit, mais la problématique, c'est que les gens n'ont pas de quoi financer, donc je crée une sorte de créer ou avoir un intermédiaire sérieux, hein. Je n'ai pas dit créer. Cet intermédiaire sérieux, c'est celui qui vous complète la chaîne. Youssef tout à l'heure parlait donc de ces deux bouts de la chaîne. Il y a un bout local qui est en Algérie, il y a un autre qui est à l'étranger. Le bout complet permettrait de générer beaucoup plus de volume dans les opérations. Oui. Et sur les investissements de ce pays qui ont été faits sur cette région, hein, comme je le disais, 50% ont été faits dans le domaine financier et bancaire. Je clôture. Est-ce que c'est quelque chose qui est de l'ordre du possible et de l'imaginable de partir avec un financement à l'international? C'est nécessaire. Allez-y. C'est nécessaire. Aujourd'hui, à mon sens, surtout pour les grands projets, les projets structurants dont parle M. Azouaou, c'est ce qu'on appelle dans les formes de financement entre les banques, les crédits acheteurs. Oui. C'est-à-dire comment une banque algérienne peut financer directement un acheteur étranger. Est-ce que c'est légalement permis? C'est internationalement permis. Légalement, non. Je ne sais pas. Je veux dire par la banque. Est-ce que par la banque centrale, il est autorisé? Vous savez, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Souvent, certains produits, c'est-à-dire on est obligé d'aller vers certains produits parce que c'est une conjoncture qui le demande. Donc, si réellement il y a ce besoin, les banques se rapprocheront du régulateur pour demander en fait certaines autorisations. Oui. Mais pour l'instant, c'est-à-dire les expériences que nous avons, bon, je parle bien sûr de la banque, on n'a pas eu ce besoin en fait, la clientèle n'a pas demandé ce besoin parce que ça reste des opérations en fait c'est plus des produits agricoles qui sont placés dans certains marchés. On va dire que ce n'est pas dans votre portefeuille. Exactement, ce n'est pas dans notre... Je voudrais qu'on avance un petit peu, mais toujours dans le même sujet, une question très grand public, mais vous allez devoir y répondre. Votre réaction par rapport aux personnes qui pensent que les importateurs bénéficieraient de plus de facilité, on parle de facilité réglementaire, pour avoir du crédit que les exportateurs qui, eux, pourtant, fournissent beaucoup d'efforts et exportent leurs produits. Aujourd'hui, c'est plus facile de financer un importateur qu'un exportateur. On va commencer par vous, Youssef Marlaoui. Alors, ça, c'est une impression générale. Hein. C'est vrai que les gens pensent que le financement de l'importation est plus facile que le financement de l'exportation. Mais lorsque nous mettons en place des lignes de crédit, et ce serait peut-être un axe de réflexion pour l'avenir, nous mettons en place un financement du besoin en fonds de roulement du client. Et il arrive très souvent au niveau de notre clientèle que ces lignes de crédit financent l'exportation. Oui. Donc nous ne différencions pas pour l'instant le financement de l'exportation de l'importation. Ce serait peut-être là un axe de réflexion. Si on veut aider l'exportation, il faudrait peut-être qu'on segmente nos lignes entre les besoins de financement des opérations d'importation, puisque même dans l'export, il y a un contenu import parfois. Hein. Vous importez quelques produits, quelques pièces que vous assemblez pour exporter parfois. Donc, alors, le risque, est-ce que ce n'est pas plus risqué? Non, ce n'est pas plus risqué, puisque dans notre analyse risque, nous analysons la solvabilité du client. Donc dans son activité, nous voyons toute la composante, composante vente locale, composante export. La composante export n'est pas du tout risquée et elle a été même aidée par les autorités puisque, à titre d'exemple, la marge de change sur les opérations export, sur les rapatriements, les autorités ont fait encore un geste vis-à-vis de l'opérateur en demandant aux banques de ne pas prendre de commission. Ce que nous avons appliqué immédiatement. Donc là on voit qu'on souhaite réduire le coût de l'opération d'exportation. En tout cas, le coût de financement d'une opération d'exportation, les autorités font déjà un geste.
Après, les banques peuvent continuer et appuyer ce geste en structurant des lignes spécialement dédiées aux opérations d'exportation. Ça demande parfois des ajustements des systèmes d'information des banques, pouvoir isoler ou avoir donc avec nos équipes informatiques des lignes spéciales, parce que ça paraît simple à dire, mais parfois au niveau informatique, il y avait beaucoup de travail derrière. Donc ça nécessite certainement un ajustement des systèmes d'information des banques, mais nous ne faisons pas de différence dans le financement aujourd'hui. Nous donnons des lignes globales. Par contre, nous commençons à penser qu'il faut donner des lignes spécialisées aux exportateurs. C'est pas plus facile de traiter avec un importateur qu'avec un exportateur, ne serait-ce que pour l'octroi du crédit? Écoutez, non, parce que pour le cas de la BADR, nous offrons à notre clientèle en fait de sortes de crédits très intéressants à taux bonifié. Donc le crédit Tahaddi, qui est un crédit en fait totalement d'investissement, et il est relié par un autre crédit qu'on appelle le crédit RFIG, qui lui est un crédit en fait de compagne, donc dédié spécialement aux exportateurs. Donc vous voyez qu'on ne fait pas de différence au contraire. C'est-à-dire ce crédit vient aider donc cet investisseur et l'inciter à aller vers l'exportation. Donc pas du tout. Et les deux crédits que nous offrons sont des crédits à taux bonifiés. Dans une question non conventionnelle, dans le traitement des dossiers, il y a toujours une clause suspicion, parce que voilà, vous gérez l'argent, souvent pas le vôtre, c'est l'argent de l'État pour ce qui est de la banque publique, l'argent d'un groupe privé, c'est une responsabilité. Il se dit, je n'aime pas dire ça, mais il se dit, parce que c'est un peu lourd de sens, que exporter peut souvent faire l'objet de suspicions d'évasion de capitaux. Qu'il y a eu beaucoup d'affaires d'exportation qui en fait cachées, vous souriez, voilà, donc ça veut dire que ce n'est pas complètement absurde ce que je dis. Ce sont des opérations en fait qui cachent des évasions de capitaux. Est-ce que les banques craignent cela? Moi, personnellement, je m'inscris en faux contre ces affirmations. S'il y a des anomalies, il y en a partout dans tous les systèmes. Maintenant, il ne faut pas généraliser, il ne faut pas prendre tous les exportateurs pour des voleurs. Non, parce qu'on sait à quel point c'est difficile aussi la politique de transfert d'échange est très compliquée et il est dit que ça pourrait être un portail, ou une fenêtre. Tout est portail pour faire des infractions. Non. Maintenant, moi je témoigne, nous avons des clients plus ou moins importants dans les grandes entreprises, dans les PME, qui se comportent très bien. Soit sur le plan de l'organisation, sur le plan du respect des réglementations, les délais, la ponctualité, non, ça se passe très bien. Maintenant, même à l'import, il peut y avoir ce genre d'opération. Pourquoi pas la question de surfacturation, de sous-facturation, c'est une question qui se pose. À l'import, c'est vrai que ça a été dit. Un précédent ministre l'a bien dit, les niveaux de surfacturation ont atteint un chiffre faramineux. Donc, on se dit, est-ce que c'est quelque chose qui peut aussi se retrouver dans l'inverse, c'est-à-dire dans l'opération d'export? Comme vient de le dire M. Tarikat, on préfère ne pas généraliser. C'est-à-dire qu'il y a des mesures qui sont normalement entreprises au niveau des banques déjà pour sélectionner la clientèle. Il y a toutes des mesures, en fait, avant d'accepter un client, il y a des mesures de Know Your Customer. Donc le KYC, on est censé quand même connaître sa clientèle et sélectionner sa clientèle. Après, c'est vrai que les expériences que nous avons eues ces dernières années, que ce soit à l'import ou même à l'export, il y a eu des cas d'opérateurs malveillants. Mais je crois que la réglementation est très rigoureuse dans ce sens, parce que en fait, l'exportateur se voit limité par 180 jours s'il ne met pas en place une assurance CAGEX et 360 jours pour le rapatriement de la recette de son exportation. Sinon, c'est-à-dire que vous savez que la Banque d'Algérie ne joue pas avec ça. C'est la justice qui prend le relais. Oui. Donc, alors justement, est-ce que le taux de rapatriement des devises peut être un élément décourageant de manière générale pour les opérateurs exportateurs comme El Azwa, ou de manière générale, est-ce que c'est un élément qui peut freiner l'engouement des opérateurs à vouloir exporter? Le taux de cession, c'est ça? Le taux de rapatriement en devises. Le taux de conversion. La quote-part, vous voulez dire? La quote-part, donc les 50... D'accord, c'est la quote-part en fait. Le taux de conversion. Pas le taux de conversion. Personnellement, moi je pense que ce n'est pas ce genre de contrainte qu'un opérateur économique
économique. Je dis bien, pareil madame, d'opérateurs malveillants. Nous sommes un opérateur sérieux, et on veut l'être et on s'installe dans tout ce qui est réglementaire. Donc nous avons un département qui s'occupe du respect de la réglementation et nous veillons nous-mêmes sur certaines opérations à les suivre correctement et d'une façon pointilleuse. Plus important aujourd'hui, je pense, c'est de faire les opérations d'export. Après, il y a un taux de cession des devises qui est fixé. Il peut changer demain. Ce n'est pas un problème. Je veux dire, c'est une question de règles du jeu. Quand elles sont fixées, il faut les respecter. Donc, personnellement, je ne penserais pas que ça serait un élément dissuasif d'aller engager des opérations d'export. Loin s'en faut. Est-ce que vous avez un retour de par les clients de Natixis en ce sens? Il ne pose pas de problématique sur la quote-part, hein, puisque de toute façon déjà la quote-part a augmenté. Elle a augmenté, oui. De mémoire, je crois, déjà une fois en 2011, puis en 2016, hein, on est à 40% sur la partie export qui reste en devise. Donc il y a un compte devise personne morale, dans lequel on loge 30% du rapatriement, et puis un compte exportateur, qu'on dit libre d'utilisation, où on loge 20%. Donc le compte exportateur est là pour aider les dépenses liées à la promotion des activités d'exportation. Donc déjà, on est passé de 10 à 20%. Donc il y a un effort du régulateur. Je pense que c'est plutôt dans peut-être la clarification de l'utilisation des fonds qu'il y a sur ces comptes exportateurs, où on peut parfois avoir des divergences d'interprétation entre banques sur l'utilisation de ces fonds-là. Est-ce qu'ils sont vraiment libres d'utilisation et qu'est-ce qu'on entend par la promotion des activités d'exportation? Qu'est-ce que c'est un terme assez général? Je pense que là, on peut faire, nous, banque avec le régulateur, un effort de clarification vis-à-vis des opérateurs sur ce qu'on entend par promotion de l'activité. Juste pour revenir sur le risque de financement importation-exportation, notre avis, c'est qu'au final, le financement de l'importation en Algérie devient, je puis dire, plus risqué que le financement de l'exportation. Pour une raison très simple, il y a une orientation claire des autorités. Donc on sait qu'aujourd'hui l'importation n'est pas privilégiée, qu'il faut produire. Et donc si on ne s'inscrit pas dans cela, on se met en risque puisqu'il y a des listes d'interdiction. On l'a vu, ça a très bien fonctionné dans le pharmaceutique. Lorsqu'on avait suffisamment de production locale, l'importation était bloquée sur le Princeps, par exemple. Et donc ça a permis le développement de production d'une capacité intéressante en Algérie. Donc quand vous financez de l'importation, vous mettez en risque puisque finalement, à tout moment, vous financez des gens dont les produits sont bloqués à l'importation, ce qui vous n'aurez pas sur l'exportation. Il n'y a pas de blocage, au contraire, il y a un encouragement d'exportation. Il y a un effet d'éviction. Il y a effectivement il y a un effet de resserrement sur l'importation, ce qui fait que logiquement le financement de l'importation devrait être plus cher puisqu'il devient plus risqué pour les banques. Donc, Alors les banques de dépôt et les banques publiques ou privées peuvent, selon une note de la Banque centrale qui parut il y a quelques mois, utiliser les comptes devises des déposants particuliers à hauteur de 70% et les 30% restants sont déposés au niveau de la Banque d'Algérie, donc, alors qu'auparavant la totalité était déposée à la Banque d'Algérie. En tout cas, les proportions ont changé. Quel impact cette mesure a-t-elle sur les activités des banques? Aujourd'hui, les banques peuvent-elles disposer, prêter les devises qui sont récoltées de leur portefeuille client export? En fait, pour l'instant, cette note n'a pas encore été mise en application. Hein, donc, effectivement, il y a une... Elle a bien été diffusée. Elle a bien été diffusée, mais il n'y a pas eu encore de mesure d'application. Donc, on ne peut pas... limite, je préfère ne pas m'étaler sur ça, puisqu'on n'a pas encore, si vous voulez, vu l'impact de cette mesure sur le terrain. C'est une mesure qui était censée, selon la Banque centrale en tout cas, permettre à la banque de mieux rémunérer les placements en devises. C'est bien ça? Tout à fait. C'est pas dans le cadre du lancement de dispositifs de couverture contre le risque de change? C'est plus dans Alors ça, c'est pour l'exportation. C'était ça, je pense, le marché de change. C'est dans le cadre du marché de change. On l'attend, ce genre de texte. Dans le cadre du couverture du différentiel de change ou de la perte de change qui peut être induite par les opérateurs. La perte de change est une problématique aujourd'hui que les opérateurs exportateurs subissent. À quel point est-ce que c'est un élément aussi freinant pour vos clients? Alors, ça peut être perte ou gain. Hein. Oui. Donc je dirais plutôt risque de change. C'est le risque de change. C'est ce que les opérateurs et les banquiers n'aiment pas, c'est cette volatilité qu'il y a. Hein.
que ce soit en bourse ou sur un taux de change comme sur les opérations d'export. Quand on part sur un an d'export, quand vous rapatriez au bout d'un an, vous imaginez qu'il y aura une certaine volatilité de l'euro-dinar, dollar-dinar sur une année. Lorsque nous finançons une opération, nous aimions, même l'opérateur aime bien savoir, il y a une comptabilité en dinars, nous sommes algériens, donc on aime bien avoir la contre-valeur dinar de l'opération d'exportation. Et nous, en tant que banque, effectivement, si nous finançons une opération, nous voulons être certains que la contre-valeur dinar du montant exporté, qui est facturé en devises étrangères, sera la somme à laquelle on s'attend. Donc là, il y a un travail qui est fait entre la Banque d'Algérie et les banques. Je sais qu'il y a des séances de travail sur le sujet. Le texte est mis en place, maintenant modalité d'application. Et ça permettra vraiment de sécuriser la contre-valeur de l'export. C'est un élément important, ce qu'on appelle le change à terme, qui permettra d'aller jusqu'à 1 an de couverture. Donc un exportateur qui a un rapatriement dans 1 an pourra savoir le jour de son exportation, donc 1 an avant, quelle sera la contre-valeur exacte en dinars qu'il recevra 12 mois après. Ce qui sera quand même intéressant. Ce sera un début. Mais il a l'information. Pour les pluriannuels, il y a un petit souci aussi. C'est un début pour ce qui est 1 an. Et pour les pluriannuels, ça veut dire que les flux qui pourraient venir sur plusieurs années, c'est un souci. C'est aussi important pour tout ce qui est même cotation en national. Parce que quand nous, en tant qu'opérateur privé, quand on fait des cotations, c'est-à-dire des offres, sur certains marchés où il y a des marchés pluriannuels, vous connaissez ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va prendre le risque de change et donc de fixer un taux aujourd'hui, un taux qui peut être exorbitant, vous allez perdre le marché? Ou tout simplement se dire, je vais prendre ce risque, mais quand il se réalisera, comme c'était le cas en 2016-2017 avec les pertes sur le dollar, sur l'euro de 20%, les pertes sèches qui peuvent venir altérer vos résultats et votre comptabilité. Vraiment, ce texte est attendu des opérateurs, mais encore une fois, j'invite à ce qu'on pense à tout ce qui est opérations pluriannuelles, qui pourraient aussi développer d'autres types d'opérations de couverture contre les risques de change, les swaps de change, etc. Mais c'est quand même pour les projets assez structurants, ça va être nécessaire. Il reste encore 2 minutes, me dit-on. J'ai un mot sur les risques de perte de change. Oui, moi je précise que les opérateurs se plaignent à tort ou à raison, parce qu'il y a la législation et la réglementation d'un côté, il y a aussi le souci de l'exportateur, c'est sur le fait de recevoir que 20% dans leur compte de devise. C'est-à-dire à libre disposition, et à 30% moyennant des explications, etc. Et c'est lié au risque de change, c'est-à-dire la dépréciation. Et si je reçois la contre-valeur en dinars au taux officiel, alors que le taux parallèle est à un certain niveau, il y a des pertes de change. Supposées, c'est réel. Et à tort ou à raison, nos exportateurs font référence à ce qui se pratique dans les pays voisins, notamment. Et pourquoi, dans les pays voisins, on reçoit 80% ou 100% on demande, on pousse un peu le pouvoir public à revoir cette situation pour donner plus de... Et à ce moment-là, la question de dépréciation ne se pose plus. Est-ce que vous pensez que l'autorité monétaire pourrait lâcher du lest et concéder ou envisager de concéder 100% des recettes de devises aux exportateurs? Mon opinion, c'est que les autorités monétaires ont leurs contraintes. Mais je dis que ceci est possible quand on aurait atteint une vitesse de croisière dans les exportations. On aurait atteint, on est à peine qu'à 2 milliards, bon c'est pour 2018, on est à 3 milliards de dollars. Parce que finalement, les 30% qu'elle garde, la Banque centrale, c'est du peanuts pour elle. Quand on sait qu'on a fait Oui. Bon, on n'a pas fait grand-chose cette année. Ce que disent certains, oui, effectivement. Effectivement, on dit, on compare l'export et l'import, il n'y a aucune comparaison. On dit, il vaut mieux aider les exportateurs davantage pour leur disposer de leur propre devise et pouvoir réinvestir en quelque sorte ces devises pour exporter davantage. C'est une forme d'encouragement supplémentaire. Si on était à 10%, on est passé à 20%, on pourrait
peut-être selon les exportateurs. Donc on revient un peu à ma question tout à l'heure. Les importateurs sont-ils avantagés par rapport aux exportateurs? On est un petit peu dans le scope. On est un petit peu dans ça. Non, en tout cas, pour personnellement, non. Il n'y a pas de comparaison à faire parce que l'Algérie a été pendant des dizaines d'années importateur. Oui. Ce n'est plus tellement le cas maintenant. Les mécanismes ont été rodés, totalement rodés. Ça s'explique au niveau des banques. Les banquiers peuvent en parler très bien. Ça a été tout le temps l'importation de tous azimuts. Oui, exactement. Ensuite, subitement ou dans un temps relativement pas long ou court, si vous voulez, on s'est mis à parler de l'exportation. Les banques elles-mêmes n'étaient pas préparées. Mais elles seront obligées de s'adapter, je crois. Rappelez-vous quand il y a eu l'introduction des crédocs, etc. Ça a bouleversé complètement. Les banques se sont retrouvées du jour au lendemain dans une situation... Et justement, le dernier mot est pour vous, Amina Ismaël. Comment la Badr est en train de s'adapter justement à cette mutation, sachant que le secteur agroalimentaire est en train dans l'export, et celui qui tire la machine vers le haut, si on peut dire ainsi. Oui, en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que la Badr, à travers un réseau quand même d'agences très important, nous sommes premiers en matière de réseau. Nous avons à peu près 300 agences à travers le territoire national. Nous sommes présents dans les régions les plus lointaines de l'Algérie. Donc nous comptons quand même travailler sur cela et inciter nos opérateurs à aller vers l'export, à travers aussi les financements à des taux bonifiés que nous offrons à notre clientèle, à travers aussi un accompagnement de qualité. Nous pouvons même mettre à leur disposition notre réseau de correspondants à l'étranger pour un meilleur accompagnement, que ce soit une meilleure connaissance des marchés à l'international, des produits qui pourraient exporter, comme l'ont toujours fait, comme l'a dit M. Tariqat, nos correspondants pour les opérations à l'import. Donc, en attendant que vous puissiez ouvrir les succursales à l'international, bien sûr. Mais je crois que ce sujet-là est en tout cas, ça reste mon avis. Je crois qu'il fait partie d'une stratégie. Pour qu'une banque se développe à l'international, il faudrait que la banque aussi fasse une étude de marché, voit la partie gain, parce qu'elle peut aussi très bien accompagner sa clientèle localement en utilisant un réseau de correspondants. Oui. Et si le besoin... Donc vous attendez qu'il y ait du portefeuille, vous attendez qu'il y ait du client. Oui, bien sûr, c'est ça. Bien sûr. Donc, et si le besoin, en fait, si réellement les opérations et la mise en place de relations et d'opérations à l'export le demandent, bien sûr, les banques, j'imagine, pourraient avoir cette réflexion de s'installer ou d'ouvrir des filiales, pourquoi pas, à l'international. Merci Amina Ben Ismaïl. Je rappelle que vous êtes la directrice des relations internationales à la Banque algérienne de développement rural. Merci d'avoir été des nôtres. Merci Kamal Azouaou, directeur général de la compagnie Amimeur Énergie. Merci Djali Tariqat, président directeur général de la CAGEX, la Caisse algérienne d'assurance et de garantie des exportations, et merci Youssef Marlaoui, représentant de la banque Natixis. Merci d'avoir été des nôtres. Pour ceux qui ont pris l'émission en cours de route, nous avons parlé du financement des exportations. Vous pouvez revoir l'émission demain entre 11h et midi. Vous pouvez aussi voir le replay sur notre chaîne YouTube et sur la page de la Semaine Éco. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. On se retrouve mercredi prochain. Bonne soirée.